Cet exil intérieur dont tu parles n'évoque rien en moi, car je suis assez transparente, dans cette entièreté qui peut être qualité ou défaut, cette impulsivité, voire compulsivité parfois. Je ne cache pas grand-chose en fait. J'aime aller dans le profond, comprendre, je recherche l'authenticité. 53. C'est bien que tu aies écrit sur les 2 hommes de ta vie. Pour ma part, l'évasion que je pratique alors que suis dans une suractivité ou hyperactivité quasi permanente, et que je me disperse par monts et par vaux dans la tentative de trouver un socle pour me tenir ne semble avoir pour but, outre le fait que cette créativité est une véritable passion, qu'écarter la douleur, occuper l'esprit. Arrêter d'intellectualiser. Quand une donnée initiale a fait défaut, elle semble irréparable. Cela m'anéantit. 54. 2. Sarah envoyé. Mardi 28 avril 2020 16h26 à Maude. Je ne comprends pas ta flagellation sur le temps. Quel temps as-tu gaspillé? Que aurais-tu pu faire? Je n'ai pas ce sentiment. Si j'ai eu un grand moment de latence après ma séparation d'avec mon mari et l'éducation de mes enfants alors si petits, l'action a ensuite pris le pas, sans jamais s'arrêter. Mais peut-on mesurer la qualité d'une vie à l'occupation du temps? Plus que le temps, peut-être parles-tu de conscience de ce temps qui passe, de prendre sa vie en main, mais encore faut-il savoir faire. J'ai tant voulu comprendre, qu'ai-je appris? Fallait-il faire différemment, mais comment? Réparer ces failles est un travail ardu. Nécessaire pour aimer et être aimé paisiblement. Après tant de tentatives et de remises en question, qu'a donné le grand œuvre? Quant au respect, je suis parfaitement en accord avec toi. Il y a, chez certains, un fond de masochisme inculqué par l'éducation, qui rend passif, sans voix, incapable de lutter, même dans l'évidence. D'où la difficulté de s'imposer. En état de choc, ces individus sont dans une sorte de paralysie à réagir, avec une culpabilité sous-jacente profondément handicapante et qui retourne les situations contre eux. Cela fait partie de la donnée initiale, du manque de confiance. 55. J'ai l'impression que même si cela se travaille, cela ne se résout pas. L'estime de soi s'acquiert dans l'enfance, où l'on doit être valorisé. En conclusion, il y a des vies difficiles à redresser malgré les efforts. 56. 2. Sarah envoyé, samedi 2 mai 2020 16h24 à Maude. Coucou Maude, voici 6 juin une première mise en forme de notre correspondance. Je pense que j'ai tout récupéré. Il faudra ajuster les dates, de la plus ancienne à la plus récente. Un travail en perspective. En attendant, que cela ne nous empêche pas de continuer. Dorénavant, il faut que tu m'écrives seulement sur ma 2e adresse mail. Ne pas envoyer de mail vierge, mais seulement en réponse au précédent. Je rajouterai régulièrement les échanges sur le fichier Word. Je t'envoie par ailleurs ma nouvelle corollaire, qui a été sélectionnée par la quinzaine littéraire. Je t'embrasse bien fort, mon ami. Sarah. 57. Corollaire. Depuis plusieurs jours, la plage était déserte. Normal, en cette période de fin du monde, personne n'osait s'aventurer où que ce soit. Certes, le lieu ne prêtait pas à une proximité sociale, mais la psychose ambiante, les informations très anxiogènes, les directives gouvernementales avaient eu raison de tous. Même de Marcel. Notre ami méditait.
Remplir une attestation pour justifier d'un déplacement lui paraissait étrange. Cocher la case, fait son jogging, semblait encore plus dérisoire en cette époque de confinement, de mort annoncée, de peur panique. Pourtant, il aimait tant la mer. Laquelle n'était pas toute proche. Il fallait prendre sa voiture, longer une route de 40 km avant d'atteindre la côte et de pouvoir s'y arrêter. S'il rêvait en ces temps incertains de s'y rendre, était-ce bien raisonnable? Prioritaire? Pour son moral, ça l'était. Marcel vivait seul et était artiste. Peintre. L'océan était pour lui une respiration, physique, vitale. Il en tirait aussi bien souvent son inspiration. Mais en ces pénibles jours où le temps s'arrêtait tout en prenant des notes d'infini, il avait du mal à se concentrer. Pour garnir ses fins de mois, il travaillait dans un petit commerce de bonbons qui avait dû fermer boutique. Pas de télétravail possible, pas d'indemnité envisagée avant longtemps. Jusqu'ici, Marcel se suffisait de 58. Cette activité pour payer son matériel, pinceau, peinture, support, mais là, il était déstabilisé. La matière venait à manquer, les pigments, l'huile, la térébenthine se vidaient. Il lui restait le crayon, digne vestige d'une création possible. Mais la tête ne suivait pas le déroulement des événements de plus en plus angoissants. Marcel pensait à sa fille, confinée dans la capitale, seule chez elle avec un petit garçon de 2 ans. Il y avait aussi sa mère, qui avait, elle, souhaité rester à son domicile et ne recevrait bientôt peut-être plus d'aide, vu les absences répétées des infirmières à son chevet. Son ex-femme, qu'il aimait toujours, était isolée dans un pavillon de campagne. Marcel était malheureux, mais se sentait quand même privilégié, en quelque sorte. Le monde atteint par la bête perdait ses repères. Plus de soubresauts autres que cette polarisation devant une menace contre laquelle on était assez impuissant. Dans le petit village, on avait fermé les commerces, les restaurants. Subsistait juste un kiosque tabac où l'on trouvait encore la presse du jour, toujours plus catastrophique, et où se pressaient quelques badauds qui ne semblaient pas tenir à leur vie outre mesure. D'autres habitants couraient faire leurs courses et étaient bien incapables de respecter le maître imposé. Il faut dire qu'alors, toute la rue aurait été bondée de villageois se tenant à distance. Une image étouffante. Marcel avait besoin de grands espaces, de liberté, de fantaisie. Or, tout devenait morne, identique, sans saveur. Tout était chamboulé, et à peur s'était déplacé, plus de crainte d'agression, de cambriolage, de guerre, d'attentat, contexte international occupé par la protection générale, chaque État comptant ses morts et agissant souvent en improvisation la plus totale face à l'inédite situation. Tout passait au second plan. 59. Le travail, la géopolitique, les petits problèmes du quotidien et même ceux touchant la santé dont la seule définition était désormais liée au Covid-19. L'unité aurait pu paraître positive si ce n'est que les hommes soudés face au mal ne pouvaient plus communiquer via la chaleur humaine, les embrassades, les serrages de mains. Interdit de se toucher, de s'approcher, certains échangeaient même des regards méfiants. Jeunes comme vieux étaient inquiets. Au départ, d'aucuns avaient minimisé, c'est comme une grippe, ça ne touche pas les gens de notre âge. Marcel avait envie de leur crier, vous n'avez pas de parents, de grands-parents? Cette mortalité s'ajoute à la grippe et le mode de transmission est beaucoup plus facile. Mais il avait depuis longtemps abandonné la société humaine pour s'adonner à la création. Rien ne le rendait plus heureux que de mettre de la couleur sur les mots du monde, sur les mots, sur les siens. Il n'était pas facile d'être sensible. Humaniste, le Créateur avait vite déchanté sur la capacité des hommes à agir pour la paix, pour un meilleur vivre ensemble. Tout allait donc se terminer ainsi? Dans un élan, Marcel poussa un énorme soupir. Il regarda au dehors, et sortit, sans masque. 60. 2. Sarah envoyé, samedi 2 mai 2020 20h49 à Maude. Il y a quelques jours, j'ai aussi écrit un texte que j'ai intitulé Une drôle de maladie. Un premier jet. Pas travailler, bien sûr. Une drôle de maladie. Parle d'amour, du déconfinement,
du monde d'Atsandrave peu près, et non pas d'après, de l'amour. Qui peut vivre sans amour? À qui déposer sa plainte quand les larmes n'ont que trop coulé et que le printemps s'en fiche éperdument, et il a bien raison. Il sait qu'il sera célébré de toute façon, que je m'approprierai ses couleurs, m'inspirerai de sa lumière, me baignerai dans son eau. Oui, mes ressources sont bien la joie, le beau, l'esthétique, qui m'apportent leur lot de merveilles, mais pas de consolation. On ne choisit pas l'hypersensibilité. On est parfois condamné à l'aurore. Enfermé. Sans code. C'était un jour de printemps. Un drame, assurément. Bisous, bonne soirée. Sarah. 61. Une drôle de maladie. C'est le début du printemps. Et soudain, quelque chose se réveille en moi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est ancien. Très ancien même. Cela appartient à mon fondement premier, à mon désir de toujours, à mon rêve fondateur. J'aurais aimé à ce moment précis qu'un homme me fasse la cour. Ce n'était certainement pas le bon moment, j'étais confiné, avec moi-même, mes écrits, ma peinture, mon œuvre. Que deviendrait-elle? Qui allait-elle intéresser après ma disparition? Pourquoi plongeais-je dans le désarroi? Les questions existentielles ne m'avaient jamais servi. Le catalyseur de cette pensée? Je venais de recevoir un petit coucou affectueux d'un ami virtuel. Un signe plutôt positif, mais qui m'avait fait sombrer dans une amère mélancolie. Pourquoi s'étaient-ils tous enfuis? Pourquoi faisaient-ils semblant? Pourquoi mettait-il entre eux et moi cette distance qui me mettait à l'écart, brimant ma séduction, ne me laissant aucune chance? C'était d'une violence inouïe. Qui peut vivre sans amour? À l'aube d'une renaissance supposée, proche du 11 mai, date d'un déconfinement qui serait peut-être reporté, je réfléchissais à l'avènement supposé d'une autre ère. Le monde allait-il changer? Je ne le croyais guère. On parlait de retour à des 62 valeurs, mais il me semblait que beaucoup continueraient leur route infernale, avides et individualistes, tandis que peu prendraient conscience de l'essentiel, l'essence. Quant au mien, je ne le croyais pas du tout capable de changer. J'avais trop longtemps été optimiste pour ne pas devenir réaliste. C'était triste. L'utopie donnait de l'espoir. Le rêve, du courage. Et de belles images. Mais en ce soir de printemps, chercher à obtenir des réponses était vain. Mon insuffisance alimentée par des regards de jugement subjectif avait beau être écartée, elle semblait malgré tout ancrée en moi, à l'intérieur. Je passais mon temps à me prouver une valeur, une capacité, je devais crier au monde que je n'étais pas nul, que j'existais. Jamais cependant, je le savais, je ne parviendrais à rétablir mon image, tant malmenée. J'avais, je pense, suffisamment tenté de comprendre, suffisamment essayé, par le biais d'un long travail sur soi, de psychanalyse, de psychothérapie en tout genre, de m'en sortir. C'en était fini de ces tergiversations stériles, elles n'avaient pas payé. Elle m'avait peut-être empêché le pire, et encore, était-ce elle qui avait atténué ma souffrance, sublimée par la créativité? Chose qui me réjouissait non sans lucidité, ces artifices ne faisaient que couvrir la douleur intérieure. J'en étais consciente, je n'étais pas dupe. Mais vivre dans l'incompréhension et dans les pleurs était impossible. La foi, l'espérance ne m'avaient pas sauvée. Je le regrettais. Mes efforts, quel que soit le côté où je me tourne, ne m'avaient pas apporté la sérénité souhaitée. Je n'avais de toute façon plus à qui déposer ma plainte, mes larmes n'avaient que trop coulé, le printemps s'en fichait éperdument et il avait bien raison. 63. Il savait que j'allais le célébrer de toute façon, les fleurs et le ciel changeant m'interpellant malgré moi. D'où ce besoin de m'approprier les couleurs qui manquaient à ma vie. Je m'émerveillais facilement et j'avais cette faculté de regard et d'observation innée. La nature, la beauté s'imposait à moi instinctivement. Cela pouvait survenir à tout moment. Au volant de ma voiture, au vu d'un reflet sur un pare-brise, d'une ombre sur un bâtiment, de bourgeons dans les arbres. Chaque angle m'apportait sa lumière, la beauté du monde dont le concret s'obstinait à refuser de s'immiscer dans ma vie intime.
L'admiration que certains me portaient m'avait un temps sauvé du pire. L'amitié aussi. Mais la solitude, que je n'avais jamais apprivoisée, et que je gérais tant bien que mal confinée, m'était une plaie, un échec qui se rappelait à moi inéluctablement. Mon intérieur abritait un mal que j'avais couvert de 1000 baumes. Sans quoi les larmes m'auraient noyé. Mais il n'y aurait pas d'échappatoire. Les ressources, la joie, le beau, l'esthétique m'apportaient leur lot de merveilles, sans consolation. On ne choisit pas l'hypersensibilité. On ne choisit pas d'être différent. On ne choisit pas d'être autiste comme monsieur, on ne choisit pas d'être aspergé. On ne choisit pas de rater sa vie. On ne choisit pas d'être ce que l'on est au départ. Se déconstruire, qu'est-ce que cela veut dire? S'en sortir, comment? Être optimiste, voir la vie en rose? Si le désir, l'esthétique avait toujours orné ma souffrance d'artifice délicat, que d'aucuns pensaient joie, il ne résolvait rien. Bien trop perméable aux événements, submergé par l'émotion celle qui sert l'art, mais anéantit la capacité de réagir en société, qui plus est, dans des contextes imposés je m'en tirais très mal en groupe. Dans un microcosme où il fallait s'imposer. Il me manquait les codes de base. Porté par mon amour de l'autre, un réel intérêt, incertain. 64. Discernement, j'étais dans l'entièreté, sans nuance, parfois, dans une pureté frôlant le diktat, dans ce paradoxe jamais élucidé des antagonismes non résolus. Je m'y prenais très mal. Et pourtant, j'aurais tellement aimé en ce jour de printemps que les choses changent. Mais je n'y croyais plus. Je savais seulement que je pourrais encore profiter des couleurs de la saison. J'avais tant manqué d'essentiel que je m'en étais forgé un autre, pour prendre la place du vide, me permettre de survivre, me lier aux autres, dans une forte volonté de m'unir à ce monde que j'aimais sans qu'il ne m'intégrât comme je le souhaitais. On est parfois condamné à l'aurore. Enfermé dans un monde inaccessible aux autres comme à soi, malgré soi. C'est un drame, assurément. Une anomalie de printemps. 65. 2. Mot d'envoyé, samedi 2 mai 2020 21h04 à Sarah. J'ai énormément aimé le texte que tu viens de m'envoyer. Beaucoup plus que corollaire. Il est juste, simple et profond. Bravo. 66. 2. Sarah envoyé, samedi 2 mai 2020 21h29 à Maude. L'un répond à un concours, avec une première phrase imposée. Le second, c'est un état d'âme, une chose impubliable. 67. 2. Maude. Envoyé, samedi 2 mai 2020 21h31. À Sarah. Et pourtant, magnifique. 68. 2. Maude envoyé, mardi 5 mai 2020 18h06 à Sarah. C'est bien, je suis contente. La correspondance prend une nouvelle direction. Merci, Sarah, d'avoir collationné, comme Bartleby, le héros de Herman Melville, tous nos écrits. Donc cette correspondance prend un autre tournant pour moi. Je ne connais pas ton point de vue là-dessus. Je n'ai pas pu monter dans le train du bonheur, le train a filé, et tant pis pour moi. Ainsi, aujourd'hui, pour calmer le cours inexorable du temps qui est notre maître, j'écris. Quelques réflexions glanées au cours de ces quelques jours. Dans l'émission « Réplique » de samedi dernier, il n'était pas question du langage, mais du parcours atypique d'un homme Joseph Pontu, qui venait présenter le livre qui relatait l'expérience de sa vie. À la ligne était le titre. Il a expliqué ce choix. D'abord sur la forme. Il allait à la ligne sans ponctuation. 69. Une sorte de poème en vers libre. Il était ouvrier. On ne dit plus aujourd'hui travailler à la chaîne, mais travailler sur la ligne de production. D'où le titre. Une fois l'explication donnée, il s'est raconté. Tout d'abord, j'ai aimé sa voix, son phrasé, le choix subtil des mots qu'il employait et sa très belle douceur. Il était étudiant en Cagne à Paris, il ne savait pas où ses études littéraires et philosophiques allaient le mener, mais il a aimé apprendre. Finalement,
il a fait des petits boulots en région parisienne. Puis il a rencontré l'amour. Il a quitté Paris pour s'installer en Bretagne, à Lorient. Sans diplôme, sans qualification, il lui fallait cependant travailler. Il a été engagé comme ouvrier dans un abattoir, grâce à une agence d'intérim. Le travail était exténuant, sale, pénible et la souffrance et la mort étaient les remubles de ses journées. Il encaisse, il travaille, sans penser, il se robotise, et le soir, il écrit. Écriture salvatrice. Il consigne tout en fin de journée. Ses émotions, ses discussions avec ses collègues, leur enfermement, eux qui n'ont pas eu accès à la culture, les pauses déjeuner, en ce lieu. La sueur, le sang, le regard implorant des vaches. Il racontait cela tellement bien. Il ne manque pas une soirée. Ce rendez-vous avec cette écriture, cathartique, le sauve. 70. Il publie son livre sous forme de témoignage accablant sur les conditions de travail de l'abattoir. Il est licencié presque immédiatement. J'ai aimé son rapport au monde, son rapport aux choses, son extrême sensibilité. Je ne le connais pas, mais je l'ai aimé le temps d'une émission. Grâce à notre dernière discussion, j'ai renoué avec Monique qui m'a aussitôt répondu. Elle travaillait à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, l'ancienne DAS. J'ai toujours été impressionnée par le placement des enfants dans des familles d'accueil, et j'ai compris que les enfants préféraient rester dans des foyers biologiques chaotiques que chez des étrangers. Je te parle de cela dans cette correspondance, car depuis un mois maintenant, beaucoup de témoignages radiophoniques tournent autour de cette misère des placements et cela me touche énormément. Cet engrenage qui aspire et qui rend impuissant. Je te raconterai dans mon prochain mail l'histoire de Clotilde. Bouleversante. 71. 2. Maud envoyé. Mercredi 6 mai 2020 18h49 à Sarah. Je raconte aujourd'hui l'histoire bouleversante et kafkaïenne de Clotilde. C'est une jeune Belge qui est libre, heureuse, en couple, et maman d'une petite fille. La vie commence, prometteuse, fière et altière. L'insouciance de la jeunesse et de l'amour. Puis un jour, la petite fille décède d'une forme rare d'épilepsie. Face au drame, elle attend le soutien de son compagnon. Il ne peut pas l'aider, il est dévasté, il la quitte. Son couple ne résiste donc pas à ce malheur, et la voilà seule, triste et abandonnée à son sort. Elle ne veut pas laisser le temps filer et attend de faire une rencontre. La fuite de son compagnon la fait douter des hommes, et elle a nourri à leur endroit méfiance et peur. Mais il y a une chose dont elle est sûre, c'est qu'elle veut redevenir maman. En Belgique, la procréation assistée est autorisée. 72. Clotilde est de nouveau enceinte, un petit garçon naît, et elle s'approprie très vite son rôle de maman solo. Elle renoue avec le bonheur. Les gazouillis de son petit garçon lui donnent le sourire. Puis un soir, cet enfant dont j'ai oublié le prénom fait un malaise, qui lui rappelle de mauvais souvenirs, qui s'apparente à l'horrible crise d'épilepsie de sa fille disparue. Elle se précipite à l'hôpital, angoissée. Elle raconte les symptômes de son garçon, et fond en larmes en évoquant son angoisse de perdre à nouveau un enfant. Le petit reste à l'hôpital. En effet, il a toutes les caractéristiques de cette forme d'épilepsie apparente génétique. Des analyses sont faites, et confirment la présence d'épilepsie, mais bizarrement, provoquée. Immédiatement, les soupçons se portent sur Clotilde. Et si elle lui avait volontairement fait du mal? N'a-t-elle pas déjà perdu une petite fille? On l'accuse du syndrome de Munchausen par procuration. C'est une dénomination utilisée pour décrire une forme grave de maltraitance, souvent des sévices à enfants, au cours de laquelle un adulte, le parent en général, qui est très souvent un soignant. Rappelons que Clotilde est infirmière. Fin de manière délibérée des problèmes de santé sérieux. Ou même pire, injecte des substances toxiques. Cette forme de maltraitance révèle que l'enfant est en danger et le placement immédiat dans une famille d'accueil est ordonné. Clotilde est effondrée. 73. Elle hurle son innocence,
elle tend tous les papiers de l'autopsie de sa gamine, révélant un décès naturel suite à une épilepsie grave et rare. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Clotilde, dévastée par le chagrin, ne reverra pas son fils. Elle rentre seule chez elle et entreprend le parcours du combattant d'une femme désespérée, accusée à tort, combat qui va durer 5 années. Elle apprend alors qu'il y a eu erreur au laboratoire de l'hôpital, erreur de manipulation, avec des échantillons d'un autre enfant qui se trouvait être le voisin de chambre du fils de Clotilde. Elle est innocentée. Elle n'a fait aucun mal à son petit garçon. La justice la dédommage, mais ne lui rend pas son enfant, car la loi belge dit qu'au bout de 5 ans, un enfant est habitué à sa nouvelle famille, et ce serait un traumatisme de le remettre à sa maman. L'horreur, le tunnel. Clotilde ne baisse pas les bras. Elle est combative. Elle va chercher au profond d'elle-même une énergie incroyable. Dès qu'elle apprend qu'elle est innocentée et qu'elle ne pourra ni revoir ni revivre avec son enfant, elle décide de faire de nouveau une procréation médicalement assistée. Elle veut un autre bébé. Elle n'a toujours pas d'amoureux, mais elle a de l'amour à revendre pour un enfant. 74. Par précaution, elle retourne au tribunal, demande un rendez-vous avec la juge qui lui a notifié son non-lieu. Elle souhaite être sûre que si elle est de nouveau enceinte, le bébé ne sera pas placé. La juge, bienveillante, la rassure. Clotilde revit. Elle songe au lendemain qui chante. Elle est de nouveau enceinte, elle accouche d'une adorable petite fille. Mais elle quittera l'hôpital seule. La petite lui est enlevée sur les ordres de la juge. Elle qui lui avait promis le contraire. Que s'est-il passé ? La magistrate bienveillante est partie à la retraite. Une jeune l'a remplacée, a fouillé dans les dossiers de notre pauvre Clotilde. Même si on n'a rien trouvé contre elle, elle reste circonspecte. Et ne lui donne pas sa petite. Cette histoire est incroyable, injuste, douloureuse, et tragiquement vraie. Mais Clotilde n'en a pas fini de souffrir cruellement dans sa chair. Elle se débat dans des affres terribles. Des tourments abyssaux. Elle repart. Comment fait-elle ? Elle décide de tourner le dos à son pays et de venir en France écrire une nouvelle page de sa vie. Elle est hardie et courageuse. 75. Elle s'installe en Bretagne, car elle se rappelle y avoir campé, petite fille. Elle va à l'aide sociale à l'enfance, raconte son histoire. On la plaint, on l'entoure, on la considère. Elle est de nouveau enceinte. Elle accouche d'un petit garçon au tendre prénom de Côme. Elle est très fatiguée, mais ivre de bonheur. Elle rentre chez elle, et par prudence, demande l'aide d'une sage-femme pour l'aider en tant que maman solo. Cette jeune sage-femme adorable vient chez elle, s'occupe du bébé, parle très gentiment à Clotilde. Aux murs sont accrochées les photos de tous ses enfants. Un beau mur tapissé de bouilles enfantines, rieuses, pleines de vie, et aussi d'un bébé qui vient de naître. La sage-femme s'exclame « Quels beaux enfants ! Est-ce que ce sont vos neveux et nièces ?» Mise en confiance par la bienveillance de la femme, Clotilde raconte son histoire. La sage-femme pétrifiée et horrifiée la prend dans ses bras et la réconforte. Pourtant, après l'avoir quittée, elle fait un rapport très détaillé au pédiatre, à la clinique et à toutes les institutions concernées. Clotilde ne se doute de rien, puisque les visites de la sage femme continuent normalement pendant quelques jours. Un mois passe. C'est la visite du premier mois chez le pédiatre. Clotilde emmène son bébé, elle est heureuse, enfin. Enfin, relativisons. Tout se passe très bien. Le bébé est en bonne santé, l'accueil est chaleureux, mais au moment de partir, le médecin lui reprend. 76. Le bébé. Suite au signalement de la sage-femme, l'enfant doit être placé. Il le sera. On imagine la détresse de Clotilde. C'est kafkaïen et horrible. L'engrenage commence, comme en Belgique, mais par miracle, on lui rend l'enfant au bout de 8 jours. La vie est de nouveau belle, avec ses hauts, ses bas, mais avec Côme. Clotilde a l'autorisation de la justice belge de partir en vacances avec ses 2 aînés qui ont été placés,
soit 10 jours, avec les trois. Quand elle s'en sépare pour rentrer en France, elle a le cœur gros, mais Com est avec elle, cela atténue son chagrin. Chagrin d'avoir quitté les deux grands. La vie reprend jusqu'aux 3 ans de Com, qui un soir, a un malaise. Bien qu'il ne soit pas trop grave, Clotilde emmène le petit à l'hôpital. C'est une petite forme d'épilepsie, selon le jeune pédiatre. Elle lui raconte l'histoire de sa petite fille décédée quelques années auparavant. Il lui demande alors le certificat d'autopsie. Elle lui répond qu'il est chez elle et qu'elle le lui ramènera le lendemain, car présentement, elle doit rejoindre son poste d'infirmière de nuit. Le pédiatre acquiesce. Clotilde laisse l'enfant hospitalisé et part travailler. Le lendemain matin, à sa grande surprise, Com n'est plus à l'hôpital. 77. Pendant la nuit, il a été placé. Le pédiatre a téléphoné en Belgique, et l'hôpital lui a fait l'historique de la vie de Clotilde, émaillé d'inepties et de mensonges. Com est désormais placé, et Clotilde est désespérée. Je n'ai pas de mots pour cette histoire, qui m'a bouleversée. 78. 2. Sarah envoyé, mercredi 6 mai 2020 19h07 Maude. Montez dans le train du bonheur. Il va trop vite, il ne s'arrête pas pour tout le monde, il est un mystère. Ne dis pas, tant pis pour moi, comme si c'était de ta faute, comme si tu n'avais pas fait ce qu'il fallait. On ne sait pas ce qu'il faut faire. L'expérience n'enseigne pas toujours la juste marche à suivre. L'échec amoureux, on ne le comprend pas. C'est d'une extraordinaire frustration pour moi qui rêve de tendresse, de gentillesse, de bien-être. Cet amour éphémère, le temps d'une émission, cela s'appelle l'émotion. L'émotion nous étreint, nous rend tristes. Nous nous projetons dans l'histoire, mais qui fera écho aux cris qui demandent une réponse ? Quelle l'eau recharge, lorsqu'on n'a pas les armes pour gagner. Ce soir, j'ai le bourdon. 79. 2. Sarah envoyé, mercredi 6 mai 2020 21h17 Maude. Est-ce une histoire vraie ? Trop tragique pour moi. Trop dure. Le malheur s'acharne tant sur cette femme qu'on en vient presque à douter, comme les gens qui ont placé ses enfants. Pas de réponse au mal. On parle de dualité dans la vie. Selon le kabbaliste Haïm de Luzzatto, dit Ramal, les dualités comme le bien et le mal sont nécessaires dans ce monde. Mais comment comprendre le mal ? Comment le supporter ? La religion, la psychanalyse, la résilience chère à Cyrulnik nous satisfont-elles ? La vie est une tragédie. Trop dure pour les cœurs sensibles. D'où, pour moi, la nécessité de poser la couleur sur la feuille. Le trait pour créer ce qui n'est pas. L'intranquillité demeure de toute façon. On ne s'en sort jamais vraiment. Je t'embrasse fort. Sarah. 80. 2. Maude envoyé, mercredi 6 mai 2020 21h32 Sarah. Oui, cette histoire est vraie. Cette jeune femme a 36 ans, une voix d'opaline, une tendresse qui traverse les ondes radiophoniques. Elle est innocente. À l'entendre, c'est une belle personne. Et un tsunami s'est abattu sur elle. J'ai toujours entendu dire autour de moi qu'il ne fallait pas avoir affaire avec la justice, ni même être l'objet de l'attention des journalistes. Votre vie pourrait être broyée. Clotilde a été, tout au long de ce parcours infernal, résiliente. Espérons pour elle la fin de ce tunnel. Cette correspondance, dans laquelle nous échangeons nos humeurs, nos indignations, nos enthousiasmes, nous aurons plaisir à la déplier, tel le cadavre exquis inventé par les surréalistes, et cela sera réjouissant. Même si c'est triste. J'ai eu Michel au téléphone hier, il était tonique, heureux, optimiste, il m'appelait de Lacanau. 81. 2. Sarah envoyé, jeudi 7 mai 2020 11h37 Maude. Dans ce monde d'Alexandrave peu près et non pas d'après, j'entends les oiseaux à mon réveil. Ils viennent atténuer la douleur, l'incompétence, l'impuissance dans laquelle je me trouve. Dans ce monde d'avant déjà oublié, je corresponds par WhatsApp avec quelques personnes,
dans un semblant de vie sociale. Alain, je disais hier, je peins, je dessine, j'écris, je travaille un peu mes chansons, en plus du télétravail. C'est un combat bien utopique, mais vital. C'est un combat pour la lumière, pour ne pas sombrer, pour l'amour, c'est incompris. La vie est un tableau abstrait, sujet aux interprétations. Certains y voient du concret, en ce besoin de figurer les choses, de leur donner sens. D'autres se laissent dériver par les formes et les nuances, comme la poésie finalement qui est une association de mots et d'images permettant de ne pas s'attarder sur chaque terme, mais de se laisser glisser à la sensation, à l'imaginaire. Une évasion salutaire. Nous sommes des petits bouts d'êtres vivants qui nous débattons dans un gigantesque monde. 82. La seule façon de résister est d'affirmer ses positions, mais seront entendus ceux qui sont plus percutants, plus habiles. Quelle importance cela a-t-il finalement ? J'ai fait une série picturale que j'ai appelée « Le printemps de Parois, 2020, dièse en plein Covid ». De l'art du « pas » plein contre le vide ? P, A, mine, E, perdu. 83. De Maud envoyé, jeudi 7 mai 2020 16h48 à Sarah. Le titre de tes peintures, Le printemps des Parois, m'a fait penser à la très belle expression de Colette, épuiser les murs. Elle entend par là, épuiser un habitat, quand on y a trop vécu. Peut-être que les parois signifient le confinement. Des murs qui nous enserrent. Tu me diras quel contour tu as pu peindre avec cet oxymore, printemps des parois. Le printemps désigne la lumière, la joie, la brise sur les feuillages qui caressent les visages au sortir de l'hiver. Les parois sont le contraire, l'étanchéité. La séparation. L'enfermement. Alors, quelle forme et quelle couleur as-tu utilisé ? Du figuratif, de l'abstrait, un mix des deux ? Je suis curieuse, Sarah, de ton travail. Tout à fait par hasard, j'ai trouvé une étymologie intéressante du mot virus. La ruse de la vie. 84. De Sarah envoyé, mercredi 13 mai 2020 minuit 50 à Maud. Le printemps des parois, quand je voulais dire le printemps de Paris, est un bel acte manqué. Quel lapsus! À ce propos, je t'envoie une de mes chansons Rien qu'un malentendu, ce grand malentendu, coécrit avec mon compositeur. Je t'ai fait voir nombre de mes dernières peintures. Une passion, dévorante, comme le dessin. Le printemps, c'est ce qu'on rate chaque jour un peu plus, la pseudo-liberté du déconfinement étant loin d'être une liberté, mais plutôt une course vaine. Je n'ai aucune confiance dans ce brouhaha de directives. L'extérieur est oppressant, ce n'est pas le Paris qu'on connaît, celui des bars, des restaurants, des théâtres, des rigolades, celui de la fluidité. L'intérieur devient le sas, la sécurité, le confin entre le confinement avant et cette sortie brutale, irraisonnée. Je ne sais pas si l'on peut épuiser les murs. On peut murer l'épuisement, s'emmurer dans un cadre qui est prison ou bunker, mais qui, pour moi, paraît moins hostile aujourd'hui que la rue. Les murs devenant alors enveloppe protectrice, quand tout le reste n'est que menace. 85. J'entends encore les oiseaux chanter ce soir. Pour combien de temps ? Le sortir de l'hiver nous fait faux bond, l'hiver est revenu. Il y a eu même de la foudre. Tout est déréglé. Et ces odeurs de soufre. Le virus est plus qu'une ruse, c'est un poison qui se déverse impitoyablement. Un rue écarlate que je n'ai pas envie de figurer. Je préfère l'arrondi, l'utopie, le sensible. Je te montrerai mes dessins. Bisous. 86. Rien qu'un malentendu. Moi qui croyais en toi, qui te disais tout autrefois tes sourires et tes joies s'adonnèrent à bien d'autres voix. Où t'ai-je perdu peut-être au tout début aimé pour toi ne fut qu'un rêve saugrenu. Ces moments devenus une histoire déchue au fond se sont conclus par un malentendu. Alors, je reprends ma vie à vue. J'eus tellement foi en toi l'amour pour moi devenait loi tu me disais dans ta vie que moi seul t'avais compris. 87.
Où t'ai-je perdu peut-être au tout début aimer pour toi ne fut qu'un rêve saugrenu. Ces moments devenus une histoire déchue au fond se sont conclus par un malentendu. Alors, je reprends ma vie à vue. Ton cœur somme toute ne vit que malheur et envie une âpre mélancolie les affres de tes nuits. Où t'ai-je perdu peut-être au tout début aimer pour toi ne fut qu'un rêve saugrenu. Ces moments devenus une histoire déchue au fond se sont conclus par un malentendu. Alors, je reprends ma vie à vue. Ce que l'on a vécu, ce qui est advenu. 88. Que de sous-entendus quand j'ai vraiment perdu. Au moins si j'avais su je t'aurais confondu comment m'avouer vaincu terrible mise à nu. Où t'ai-je perdu peut-être au tout début aimer pour toi ne fut qu'un rêve saugrenu. Alors, je reprends ma vie à vue. Je reprends ma vie à vue, je reprends ma vie à vue, je reprends ma vie à vue. 89. 2. Sarah envoyé, jeudi 14 mai 2020 16h10 à Maude. Tu parlais imposture. Tu le sais, un de mes livres, paru aux éditions Edgar s'appelle Le Grand Malentendu. Ce terme nous fait écho. Pour moi, il est ce décalage entre les choses émises et leur perception. Tout cela est si mal entendu. L'amour doit exister, en toute quiétude. L'idéal est une aspiration folle, l'absolu empêche de vivre. Je suis une incompétente de la vie, disait Pessoa. Comme je le ressens. Cette recherche du beau, auquel on ne peut toujours renoncer, est un handicap. Pire, elle peut être assimilée à une dictature, une rigidité. Quel malentendu, là, encore. Le printemps les parois, me plaît, alors, avec ta permission, je renommerai peut-être ainsi le set de peinture. On n'a pas vu la saison, et de toute façon, ce n'aurait pas été la saison des amours. Pour nous rassurer, pour dédramatiser la solitude affective, on nous parle des autres amours existantes, celui des parents, des enfants, de la terre, de la nature. Nous ne nous méprenons pas cependant sur celui dont on parle. 90. La sensibilité est définitivement un défaut. L'impression d'avoir tout faux, en les espérances ont été bafouées. André Comte-Sponville a dit hier, ce n'est pas l'amour de la sagesse qu'il faut avoir, c'est l'amour de la vie. Ou plutôt, la vraie sagesse, c'est aimer la vie. Dire qu'un jour, j'ai rêvé d'être sage. Les gens qui ont l'amour à leur porte ont plus de facilité à philosopher. 91. 2. Sarah envoyé, samedi 16 mai 2020 13h55 à Maude. Il y a dans ce virus la symbolique que les enfants peuvent tuer leurs parents, puisqu'ils sont un risque pour les aînés. C'est une chose inconcevable, qui fait peur. L'état actuel qui m'étreint est plus une détresse qu'une angoisse, mais il faut tenter de vivre, comme tu l'as évoqué. Je suis d'accord avec ta citation de Paul Valéry, et je vais de l'avant, mais c'est un mode de survie pour moi, une façon de continuer à exister. J'aime la vie, je suis émerveillé par sa puissance, par la nature, par certains actes. Mais je suis en même temps en retrait, j'ai trop rêvé. Le risque de l'aventure, je suis toujours prêt à le prendre, je le fais en m'exposant. Mais je ne suis pas prête au danger concernant la santé de mes parents. Ce lien est très fort, déroutant. Je me sens très seule, mais il m'est interdit de tomber. Mon être profond est malheureux, alors je puise dans mes ressources. Je fonce, sans réfléchir. Il y a par chance une flamme en moi, qui me fait avancer, écrire, dessiner, peindre, chanter. Sans elle, je n'existerais plus. Mener une vie heureuse avec un homme me manque tant. Cette absence est inconcevable. 92. 2. Sarah envoyé, lundi 18 mai 2020 19h39 à Maude. Voici mon hommage à mon oncle. Tonton Samuel. Il habitait tout près, mais il ne fallait pas trop l'approcher, il était émotif, très sensible, un peu sauvage, expliquait-on, il ne voulait pas qu'on s'occupe de lui et souvent, mes pensées allaient vers lui et ses yeux si purs, si lumineux, conjugués à un sourire éternel, une bonté à faire craquer le monde quand, le mois dernier, on a découvert chez lui il semblait se laisser mourir